Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensemble, on va voir la maladie thromboembolique veineuse et on commence par la thrombose veineuse. Donc, c'est quoi une thrombose veineuse, c'est ça? Donc, c'est un caillot qui se forme au niveau d'une veine. Donc, ce caillot-là, c'est un caillot fibrinochorique. Il peut se former au niveau de toutes les veines du corps, les veines des membres inférieurs, les veines des membres supérieurs, les veines mésentériques, les veines rénales, les veines intracérébrales. Ce qu'on va décrire aujourd'hui, c'est bien sûr la thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Donc cette thrombose, lorsqu'elle se forme, elle va obstruer la veine, elle va empêcher le retour du sang vers le cœur. Et une autre complication qui peut se voir, c'est quoi? C'est le risque de détachement d'un bout de ce thrombus-là. Et ça va donner un embole qui va migrer vers la circulation pulmonaire. Il va obstruer une artère pulmonaire. Il peut donner une embolie pulmonaire. Donc la gravité de la thrombose veineuse, c'est quoi? C'est le risque d'embolie pulmonaire. Sur le plan physiopathologique, il y a trois facteurs qui peuvent intervenir dans la formation de thrombose veineuse, qu'on appelle la triade de Virchow. Donc, il y a la stase de sang dans les vaisseaux de gros calibre. Donc, cette stase de sang, elle peut être occasionnée par l'alitement, par une compression qui va empêcher le sang de retourner vers le cœur. Il y a aussi l'altération de la paroi vasculaire, qu'elle soit iatrogène par l'injection d'un produit vénotoxique ou par un cathéter, l'introduction d'un cathéter au niveau d'une veine par exemple, ou qu'elle soit infectieuse, inflammatoire ou bien traumatologique. Il y a aussi l'hypercoagulabilité du sang qui va favoriser la formation des thromboses. Donc, chez une même personne, on peut trouver un, deux ou bien les trois facteurs qui peuvent intervenir pour la formation d'une thrombose. Concernant les facteurs qui prédisposent à la maladie thromboembolique veineuse, il y a trois types de facteurs. Il y a des facteurs de risque forts, il y a les facteurs de risque modérés et faibles. Les facteurs de risque forts, il y a les fractures des membres inférieurs, il y a les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou fibrillation, il y a les remplacements de la hanche, les traumatismes majeurs, l'infarctus du myocarde, les antécédents de la maladie thromboembolique veineuse, il y a les lésions de la moelle épinière. Pour les facteurs de risque modérés, il y a beaucoup, il y a une dizaine ou bien plus. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque modérés. Il y a des facteurs de risque opératoires, il y a des facteurs de risque médical, il y a des affections, il y a des états physiologiques comme la période postpartum par exemple. Tout ça, ils peuvent intervenir, ils peuvent favoriser la formation d'une maladie thromboembolique veineuse et une thrombose veineuse profonde. Concernant les facteurs de risque faibles, il y a l'alitement plus de 3 jours, il y a le diabète sucré, le patient diabétique est prédisposé à faire une thrombose veineuse, il y a l'HTA, il y a l'immobilité due à la position assise, comme par exemple les voyages prolongés, il y a l'âge avancé, l'obésité, la grossesse, il y a les varices. Donc, vous voyez que les facteurs de risque qui peuvent favoriser la formation de thrombose veineuse et prédisposer au risque d'embolie pulmonaire, ils sont nombreux. Sur le plan clinique, donc, la formation d'une thrombose veineuse, elle va empêcher le sang de revenir vers le cœur, ce qui va donner une stase de sang au niveau du membre inférieur. Donc ça, il va engendrer une douleur. Cette douleur, elle est vive. Elle peut être spontanée. Donc lorsque la stase elle est importante. Comme elle peut être aussi provoquée par l'examen de membres atteints.
Donc la palpation le long des tragédies veines, elle va provoquer une douleur assez vive. Le ballottement ou bien la compression manuelle de mollet, elle va donner aussi ou bien elle va déclencher une douleur. Et la dorsiflexion de pied, elle va donner aussi une douleur, ce qu'on appelle le signe de Homens, parce qu'à la dorsiflexion de pied, il y a l'étirement des veines de la jambe, ce qui va provoquer une douleur. Sur le plan clinique, lorsqu'on examine un malade atteint d'une thrombose veineuse, on va constater que son membre il est tuméfié. Donc il y a de l'œdème. Cet œdème-là il dure, il est résistant. La peau, généralement, elle est de couleur blanchâtre, luisante, avec une augmentation de la température locale. Donc le membre, il est tuméfié, il est chaud. Et on va constater que les veines superficielles, ils sont dilatées. Donc cet œdème-là, elle peut se limiter à la jambe lorsque la thrombose, elle intéresse la veine poplitée. Comme elle peut toucher tout le membre inférieur, lorsque la thrombose veineuse, elle est proximale, elle est fémorale ou bien elle est fémoro-iliaque. Donc le plus souvent, l'œdème, il va donner une phlébite blanche, donc la coloration de la peau elle est blanchâtre, ce qu'on appelle la phlegmatia albadolens. Mais parfois, en cas d'un œdème massif et brutal, donc cet œdème-là, il va comprimer la circulation artérielle, donc l'importance de l'œdème, elle va comprimer les artères et elle va donner des signes cliniques d'une ischémie. Donc des signes d'ischémie de membre inférieur. Et le membre inférieur, il devient cyanosis, ce qu'on appelle la phlegmatia corelladolens ou bien la phlébite bleue. Donc il faut faire attention lorsque le malade se présente pour une tuméfication de membre inférieur. Si le membre inférieur il est blanc, ça signifie quoi? Ça signifie que la circulation artérielle n'est pas gênée, mais si le membre inférieur il est cyanosé, il est bleu, ça signifie que la circulation artérielle elle est gênée par l'importance et la rapidité d'installation de l'œdème. Et cette phlébite bleue, elle peut donner aussi des complications ischémiques, donc il faut faire attention. Concernant le score de Wells, on utilise le plus souvent dans la maladie thromboembolique veineuse des scores de probabilité clinique. Ces scores de probabilité clinique, ils vont nous aider pour classer les malades en probabilité clinique faible, moyenne ou bien élevée. Il y a plusieurs scores. Ce qu'on va décrire aujourd'hui, c'est le score de Wells. Ce score de Wells, il comprend des facteurs prédisposants et des signes cliniques. Chez un patient, par exemple, il se présente pour une tuméfication de membre inférieur. Chez lui, on trouve la notion de parésie ou bien paralysie ou bien immobilisation plâtrée récente du membre inférieur. Donc, ça va nous donner au score un point. Un patient aux antécédents d'une chirurgie récente qui remonte à moins de 4 semaines avant l'installation de la thrombose ou bien alitement récente de plus de 3 jours, ça va nous donner aussi un point. Chez les patients aux antécédents d'un cancer évolutif connu ou bien un traitement en cours qui remonte à moins de 6 mois, donc ça va nous donner au score un point. Lorsqu'à l'examen clinique, on trouve une sensibilité le long de trajet veineux profond, donc on a un point. Lorsqu'on trouve un œdème généralisé de tout le membre inférieur, lorsqu'on trouve un œdème de mollet qui dépasse son périmètre, il dépasse le périmètre de mollet contralatéral de 3 cm.
Donc ça va nous donner aussi un point. Lorsqu'on trouve un odème qui prend le godet, ou bien une circulation collatérale superficielle, ça va nous donner un point. Et concernant la circulation collatérale superficielle, cette circulation, elle va se former. Elle va se former sur le membre inférieur pour supplier l'occlusion de la veine profonde. Parce que si la veine profonde elle est obstruée, donc le sang pour revenir à la circulation cardiaque, il va emprunter des collatérales, des veines collatérales et des veines perforantes et des veines sous-cutanées, ce qui va provoquer une circulation collatérale superficielle. Chez le patient, lorsqu'on trouve un diagnostic différentiel de TVP qui est au moins aussi probable que celui de la TVP, on va enlever au score 2 points. Par exemple, chez le patient qui se présente pour une tumification de membre inférieur, et chez lui on trouve une tumification avec un aspect de cellulite de membre inférieur. Donc on a deux diagnostics, on a la thrombose veineuse, on a le diagnostic de la cellulite. Donc on va enlever 2 points. Ou bien lorsqu'on trouve au niveau du membre inférieur, par exemple, chez un patient qui a reçu un traumatisme au niveau du genou, on va trouver une tumification. Donc on a deux diagnostics, on a la thrombose veineuse, on a aussi le diagnostic de rupture d'un kyste synovial. Donc on va enlever 2 points. Ou bien si on se trouve chez un patient avec une tumification de membre inférieur, un aspect rougeâtre au niveau de la jambe et un état de fibricule ou bien une fièvre, donc ça va évoquer un autre diagnostic aussi, comme le diagnostic de l'érysipèle. Donc on a deux diagnostics, la TVP et l'érysipèle, donc on va enlever 2 points. Et à la fin, on va faire la somme de tous les points. Si le total il est inférieur à 0, donc 0 ou bien moins, on parle d'un risque faible, un risque clinique faible. Si le score il est entre 1 et 2, donc il est intermédiaire. Et à partir de 3, donc il y a une forte probabilité clinique. Comment poser le diagnostic de la thrombose veineuse profonde? Il y a différentes méthodes. La méthode la plus rapide, c'est le dosage des didymères. C'est quoi les didymères? C'est le produit de dégradation de la fibrine. Il y a une thrombose au niveau des veines. Donc, le processus de lyse de ce thrombus-là, il va libérer les didymères. Donc, chez les patients qui ont une thrombose veineuse profonde, donc le taux de didymère, il est automatiquement élevé. Le seuil de positivité est supérieur ou égal à 500 nanogrammes par millilitre. Ils ont une place importante dans la stratégie diagnostique de la maladie thromboembolique veineuse, c'est-à-dire la thrombose veineuse et l'embolie pulmonaire. Cependant, la valeur prédictive positive des didymères, elle est faible. Et on dose les didymères pour exclure le diagnostic. Parce qu'ils ont une valeur prédictive négative qui est excellente. Donc l'intérêt des didymères, il réside dans leur valeur prédictive négative. Donc on dose les didymères pour éliminer le diagnostic et c'est pas pour poser le diagnostic ou bien confirmer le diagnostic. Donc le dosage des didymères, il est utilisé pour exclure le diagnostic de la maladie thromboembolique veineuse. Mais chez qui? Chez les patients dont le score de probabilité clinique il est faible ou bien intermédiaire. C'est-à-dire chez les patients qui ont un score de probabilité clinique élevé, même un taux de didymère faible ou bien normal n'élimine pas le diagnostic. Donc il n'y a aucun intérêt de doser les didymères chez un patient qui a une forte probabilité clinique de TVP. Donc, chez qui on dose les didymères? Chez les patients qui ont une probabilité clinique faible ou bien intermédiaire. Donc, si le taux de didymère il est négatif,
Donc ça élimine le diagnostic. S'il est positif, il ne confirme pas le diagnostic. Pour confirmer le diagnostic, on doit demander un autre examen ou bien on va faire un autre examen. Cet examen-là, l'examen le plus performant et qui n'est pas invasif, c'est l'échodoppler veineux. C'est un examen qui est facile à faire. Il permet de poser le diagnostic positif. Il va nous permettre de voir l'intérieur de la veine, comme par exemple ici, on voit au niveau de la veine un thrombus. Donc, lorsqu'on trouve que la veine, à l'intérieur de la veine, n'est pas noir, il est blanc, ça signifie que ça, c'est un thrombus. Un thrombus au niveau de la veine, il confirme le diagnostic. Ça va nous permettre aussi de poser un diagnostic topographique. Donc, on va apprécier l'étendue du thrombus, le nombre de veines thrombosées. Ça va nous permettre aussi d'apprécier le caractère flottant ou bien adhérent du thrombus. Un thrombus qui est adhérent à la paroi de la veine, c'est un thrombus à faible risque de détachement. Par contre, un thrombus qui est flottant, c'est un thrombus qui peut se détacher, il peut migrer, il peut obstruer une artère pulmonaire, il peut donner une embolie pulmonaire. Donc, l'échodoppler veineux, il a un intérêt diagnostique, un intérêt topographique et un intérêt pronostique. La thrombose veineuse profonde ne pose pas un problème de traitement. On va voir que le traitement il est facile, mais il pose un problème de diagnostic étiologique. Donc, si la cause n'est pas connue, le risque de récidive il est important. Si le risque de récidive il est important, donc ça va poser un problème de traitement à long cours. Dans le bilan étiologique, automatiquement et obligatoirement, on doit rechercher un facteur déclenchant transitoire. On doit penser au problème de coagulation. Donc, on doit rechercher une thrombophilie. On doit obligatoirement aussi penser à la néoplasie. Donc, c'est quoi un facteur déclenchant transitoire? Une chirurgie ou bien une fracture des membres inférieurs qui se vient donner 3 mois, elle est considérée comme un facteur déclenchant transitoire. Une immobilisation prolongée au-delà de 3 jours, elle est considérée aussi comme un facteur déclenchant transitoire. Donc, la TVP, elle est dite secondaire provoquée lorsqu'on trouve 6 facteurs déclenchants transitoires. En absence de ces facteurs déclenchants transitoires, donc la TVP, elle n'est pas secondaire, elle n'est pas provoquée, elle est dite idiopathique, ou bien non provoquée, ou bien spontanée, ou bien ambulatoire. Dans ce cas, on a deux types de TVP. On a la TVP qui est secondaire ou bien provoquée, lorsqu'on trouve des facteurs déclenchants transitoires. Il y a la TVP spontanée ou bien non provoquée ou bien ambulatoire, lorsqu'on ne trouve pas des facteurs déclenchants. Et c'est intéressant de différencier entre les deux types de TVP. La thrombophilie, elle est définie comme la présence d'une anomalie biologique qui expose au risque de thrombose veineuse. Il y a deux types de thrombophilie. Il y a la thrombophilie constitutionnelle, comme les mutations de facteur 5 de type Leiden, les mutations de facteur 2 de type Leiden, les déficits en protéine C, les déficits en protéine S, le déficit en antithrombine, l'élévation de facteur 8, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi la thrombophilie acquise. La thrombophilie acquise, qu'on peut l'avoir aussi dans certaines anomalies, comme la présence d'anticoagulants circulants, la présence d'anticorps anticardiolipines. Ces anomalies-là, on les voit surtout dans les maladies de système. Chez qui on va faire un bilan de thrombophilie. Donc, le bilan de thrombophilie, on va le faire chez les patients qui ont une thrombose veineuse profonde proximale ou bien une embolie pulmonaire.
non provoquée à partir du premier épisode. À partir du premier épisode d'une thrombose veineuse profonde proximale bien embolie non provoquée, c'est-à-dire spontanée, on doit faire un bilan de thrombophilie. Si la thrombose veineuse profonde elle est ou bien proximale ou bien l'embolie pulmonaire ils sont provoqués, on doit faire un bilan de thrombophilie chez la femme en âge de procréation. Pourquoi? Parce que la femme en âge de procréation, normalement, ses veines et ses artères, ils sont protégés par les oestrogènes. Donc, si cette femme-là, elle fait une thrombose veineuse ou bien une embolie pulmonaire provoquée, si ce n'est pas normal, il faut penser à la thrombophilie. Ou bien, en dehors de la femme, chez l'homme, par exemple, et chez la femme ménopausée, on doit faire un bilan de thrombophilie. En cas de TVP proximal ou bien embolie pulmonaire provoquée, récidivante. En cas de récidive, on doit faire ça même chez un homme ou bien même chez une femme ménopausée. Concernant la TVP distale, le bilan de thrombophilie s'impose en cas de TVP non provoquée et récidivante. La néoplasie, le dépistage, il est proposé après 40 ans, ou bien si le bilan de thrombophilie il est négatif. Chez l'homme, on doit systématiquement doser les PSA, bien les antigènes spécifiques de prostate, pour chercher une néoplasie au niveau de prostate. On doit faire un examen gynécologique chez la femme, avec une mammographie obligatoire. Il faut rechercher du sang dans les selles. Si on trouve du sang dans les selles, le bilan doit être complété par une colonoscopie pour rechercher les niveaux de côlon. On doit faire systématiquement, chez tout le monde, une radiographie de thorax pour rechercher une atteinte pulmonaire qui peut être métastatique. Les autres examens ne sont pas systématiques, mais ils sont indiqués en fonction de la clinique. On arrive au traitement, comme j'ai déjà dit, le traitement n'est pas compliqué. L'objectif de traitement chez le patient qui présente une thrombose veineuse profonde, c'est quoi? C'est améliorer les symptômes parce que le patient il va se présenter avec un œdème important et une douleur qui est vive. Donc, l'objectif de notre traitement, c'est améliorer les symptômes, éviter l'extension de thrombus, éviter les récidives et éviter leurs conséquences, les complications de la thrombose veineuse. Les conséquences sur la morbidité, parce qu'une thrombose veineuse, elle peut donner une embolie pulmonaire, elle peut donner un syndrome post-thrombotique, elle peut donner une HTAP aiguë ou chronique, qui peut donner un cœur pulmonaire chronique, et sur la mortalité, parce que la TVP, elle peut donner une embolie pulmonaire fatale. Donc la TVP, elle peut être mortelle. Donc comment traiter la TVP? Premièrement, on doit réaliser sur le membre atteint une contention élastique. Cette contention, elle peut se faire par une bande Velpo élastique. Ou bien l'idéal, c'est d'utiliser des bas-varices de forte contention, de forte compression. Ces bas-là, le malade il va les maintenir pendant toute l'hospitalisation et jusqu'à 2 ans, voire plus, en cas de complications. On doit mettre le malade sous un traitement anticoagulant qui doit obligatoirement associer une héparine. L'idéal, c'est d'utiliser une héparine de bas poids moléculaire associée à une anticoagulation orale comme un antivitamine K. Si on utilise un antivitamine K, l'INR cible, il doit être stabilisé entre 2 et 3. La durée de traitement elle est variable en fonction de la localisation. Donc je vous remercie pour votre attention et
يصحفطوا لكم.